Eh bien le bonjour, bienvenue dans une nouvelle critique, c'est incroyable. Sur 1917, hein, comme c'est marqué dans le titre. Et voilà, parce que je me suis posé pas mal de questions pendant le film et je les ai abordées durant cette chronique en fait. Et j'avoue que pour un petit préambule, petite intro, je sais pas encore si j'ai aimé le film. Il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que j'ai moins aimées, mais en ressortant en fait, je savais pas trop quoi y penser. Donc voilà, donc c'est parti pour la critique de 1917 de Sam Mendes. Et du coup, d'abord le résumé du film. C'est la Première Guerre mondiale, on est en 1917. On suit deux soldats anglais qui ont une mission, c'est aller retrouver un bataillon pour qu'ils leur fassent passer un message comme quoi il ne faut pas qu'ils aillent attaquer les Allemands parce que c'est un piège. Et donc le réalisateur, c'est Sam Mendes. Alors Sam Mendes, je pense que maintenant, à peu près tout le monde sait qui c'est, parce que c'est quand même celui qui a fait Skyfall et ensuite Spectre. Et j'ai un amour inconditionnel pour Skyfall, mais j'avoue que Spectre. Et j'adore Sam Mendes, j'ai pas encore vu tous ses films, mais j'adore ce mec. Les Noces Rebelles est absolument incroyable. Enfin bref, du coup déjà je trouve ça hyper intéressant, parce que bon Sam Mendes est anglais, je trouve ça hyper intéressant que après James Bond, parce que mine de rien il a fait quand même American Beauty, il a fait Les Noces Rebelles qui se passent aux États-Unis, il a fait Les Sentiers de la Perdition qui est une histoire américaine, et ça fait plaisir que qu'après les James Bond, et ben, son film d'après, ce soit un film centré autour des Anglais. Je trouve ça cool, un espèce de retour aux sources. Voilà, juste pour ça déjà, je trouve ça assez intéressant et assez cool. Ah oui, avant de commencer, petite précision, parce que je vais sûrement spoil, parce que je sais pas trop encore vraiment par là où je vais le prendre, le film, etc. Donc je préviens tout de suite, il y a des scènes que je vais spoil. Je ne veux pas non plus spoil comme un taré, mais voilà, mine de rien, je vais quand même raconter des scènes ou des plans. Et si vous ne voulez absolument pas être spoilé, je vous préviens maintenant, comme ça, c'est fait. Maintenant, ce que j'ai aimé déjà, c'est que je trouve qu'il y a des moments de grâce dans ce film qui sont dingues et qui sont magnifiés par la photo. Alors, le directeur photo de 1917, c'est Roger Deakins, qui est sans doute l'un des aujourd'hui des plus grands directeurs photo d'Hollywood. Il a fait un nombre de films avec une photo absolument incroyable. On met une petite liste ici, comme ça il y a une petite idée du bonhomme. Mais déjà, l'un des premiers plans comme ça qui me vient à l'esprit et qui m'a marqué, c'est quand on est de dos, quand le personnage principal est de dos et qu'il y a l'église qui brûle derrière. Ce plan est juste beau. Déjà, personnellement, j'ai un rapport avec le feu. Je trouve que le feu au cinéma est absolument. Je trouve ça magnifique. Je trouve que comment ça anime un plan, les couleurs, je trouve ça d'une beauté. Et je trouve ce plan absolument dingue. Et puis ensuite, avec la silhouette de la personne qui arrive à droite, on sait normalement qui c'est, mais en même temps, on ne sait pas. Enfin, il y a tout un rapport avec. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est une église. C'est moi qui dis que c'est une église, mais ça se trouve, c'en est même pas une en fait. Bref, le bâtiment qui brûle, je trouve ce plan incroyable. Je trouve que c'est un moment de grâce de ouf. Le moment ensuite qui va venir juste après, le moment où il, euh, il tue un des Allemands, ce plan avec justement en silhouette, où il est en train de l'étrangler en silhouette, et dans le fond, l'autre. Oh là là, je trouve aussi ce plan incroyable. Je trouve que pareil, la lumière, elle est dingue, elle est encore plus dramatique. Je trouve ça assez fou. Cette scène me pose un autre problème, mais j'y reviendrai après. Je trouve cette scène incroyable. Je fais complètement désordre, mais pareil, à la fin du film, quand il court sur, on va dire, le champ de bataille, mais quand il court et qu'il y a toute la première vague qui s'élance, oh, ce plan, pareil, c'est d'une grandiosité. Je trouve ça incroyable. Je trouve que c'est d'une force de ouf. J'aime énormément ce plan. J'aime ce qu'il raconte aussi. J'aime ce qu'il montre. Voilà, il y a des moments de grâce comme ça qui sont vraiment incroyables dans ce film. Et ça, c'est vrai que je peux pas l'enlever. Pareil, le moment aussi où il arrive et que il trouve le bataillon et il y a l'anglais qui chante. Ah, c'est tellement plein de grâce, c'est tellement beau d'un seul coup. C'est voilà, j'aime énormément ces moments-là dans le film. Et rien que pour ça, déjà, j'ai envie d'aimer le film. Un autre point aussi que j'aime beaucoup, c'est l'utilisation des acteurs connus. Que ce soit Colin Firth, que ce soit Mark Strong ou que ce soit Benedict Cumberbatch, si je le dis bien. Je trouve que c'est d'une intelligence parce qu'on va pas se mentir, les acteurs principaux, c'est pas des acteurs connus, ou en tout cas, c'est pas des acteurs bankable, évidemment. Ils ont fait un peu leurs armes, etc. Notamment celui qu'on finit par suivre et qui a joué dans Captain Fantastic, qui est un film incroyable et que je vous conseille si vous l'avez pas vu. Enfin, moi, en tout cas, j'ai adoré ce film. Bref, c'est pas des acteurs bankable. Et
tous les acteurs justement bankable, leur utilisation, je la trouve tellement intelligente parce que ce sont des personnages de pouvoir. Et je trouve qu'avoir utilisé des acteurs extrêmement connus, notamment comme Benedict Cumberbatch, Colin Firth, j'ai eu du mal à le reconnaître au début. Je me suis dit, attends, mais merde, mais c'est lui en fait. Mais je trouve que c'est d'une intelligence parce que, vu que ce sont des personnages de pouvoir, d'avoir mis un acteur connu, automatiquement, ça crée une aura autour de ces personnages de pouvoir. Et vu qu'on ne les voit pas très longtemps à l'écran, on les voit 5 minutes, je crois, maximum, tout cumulé, eh ben, ça permet de les personnifier, ça permet même presque de les mythifier, en fait. Et je trouve ça hyper intelligent. Rien que le personnage de Mark Strong avec sa canne, mais le fait que ce soit Mark Strong, il marque encore plus parce qu'on retient que c'est lui. Et voilà, je trouve cette astuce et que les acteurs aient accepté en plus. Je trouve ça absolument dingue et je trouve cette idée vraiment ça marche hyper bien pour ça. Maintenant, il y a quelques autres moments qui m'ont un peu sorti du film et que je trouvais dommage parce que, en plus, c'est un peu, je trouve, des moments clés du scénario et de ce qui se passe en termes de continuité. Et par exemple, ok, il faut faire preuve de suspension d'incrédulité, mais là, je trouve ça trop fort et je trouve que ça marche pas dans ces moments-là. Par exemple, le moment où justement il est dans les ruines, qui se fait courser par un Allemand, l'Allemand il tombe, il continue de tirer et il reste et il va se cacher. Il ouvre une trappe et il se cache là où il y a la Française et l'Allemand et bah du coup il se cache et on le retrouve plus. Je trouve pas ça logique parce que de mon souvenir, ça reste en fait dans le même couloir. Ok, ils sont dans le même couloir. L'Allemand il est juste tombé par terre, il est en train de lui tirer dessus. Et dans le même couloir, il l'a devant lui. Normalement, il devrait voir le personnage principal rentrer. Et là, bah, parce que comment il a découpé ça, enfin découpé, comment il a montré ça, et ben ça nous fait croire que l'Allemand ne le voit pas. Mais je trouve que ça marche pas, parce que ça reste dans le même couloir, ça reste dans. Normalement, il devrait le voir. Je trouve ça trop facile en fait, comme façon d'esquiver le drama. En plus, je sais pas, c'est tout bête, il aurait juste pu prendre un virage et tomber, et puis on l'aurait pas retrouvé. Voilà, tout simplement. L'autre moment, encore une fois, c'est dans les ruines, mais le moment où justement il étrangle cet Allemand et qu'il y a l'Allemand bourré, pourquoi il tue pas l'Allemand bourré? Ça, pareil. Parce que du coup, quand il court, il le pousse, et ensuite, bah, du coup, il donne l'alarme, et c'est ce qui fait que ça crée ensuite. En fait, ça se voit trop qu'il le tue pas pour créer une situation de drama, en fait, d'action, en gros, il se fait tirer dessus, il se fait courser, et il saute dans l'eau. Et ça se voit trop, et pourtant, bah, encore une fois, on aurait pu trouver une autre astuce. Il aurait pu justement nous faire un ascenseur émotionnel. Parce que cet Allemand, quand il l'étrangle là, il fait tomber un couteau. Il avait juste à ramasser le couteau et à cut le mec. Il est bourré en plus, c'est easy. Et là, non, il préfère courir. Alors que, bah, par exemple, s'il le tue, il court, et puis on croit qu'il est bien, et puis boum, il croise un autre Allemand. Et là, ça crée. Et il y a des ascenseurs un peu. Voilà, je trouve que c'est des ressorts en fait qui sont trop faciles et ça se voit que c'est parce que il voulait justement créer il voulait créer une scène de tension. Sauf que moi, la suspension d'incrédulité, je peux pas la mettre à ce profil-là, c'est pas possible. Je vois trop ces ressorts et du coup, j'y crois plus. Je me dis, mais attends, mais pourquoi il le tue pas? C'est pas logique pour moi. Et je trouve que du coup, en fait, ça tue le bon sens parfois. Et bah, mine de rien, le bon sens, parfois, c'est aussi important. Et ça va m'amener un peu au point qui me dérange le plus, entre guillemets, parce que j'arrive pas à trouver de questions à ce moment-là, c'est que je n'ai pas eu l'impression de voir un film de Sam Mendes. J'ai eu l'impression de voir un film d'Alfonso Cuarón. Alors oui, évidemment, la liaison avec les Fils de l'Homme, elle est facile, parce que ce sont des plans séquences. Mais d'ailleurs, c'est la même question et le même ressenti que j'ai eu devant Birdman, en fait, de d'Iñárritu. C'est-à-dire que Les Fils de l'Homme l'a fait avant. Il y a d'autres films qui l'ont fait avant, évidemment. Mais là, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même euh, très. Dans un temps assez réduit, quoi, mine de rien. Les films se sont quand même pas mal enchaînés. Donc c'est facile de les retenir. C'est pas des films qui datent comme Soikuba ou comme La Corde de Hitchcock ou blablabla. Donc c'est des films quand même qui s'enchaînent. En plus, bon, Iñárritu, Alfonso Cuarón, hein, on sait qu'ils ils sont potes. Et bref, donc je me suis posé la même question, mais c'est ce truc-là de ce long plan séquence, de faire tout un film sur un plan séquence, entre guillemets un, hein, parce qu'il y en a plus, mais de suivre cette histoire comme, entre guillemets, un jeu vidéo. Et la question que je me pose, déjà, et pourquoi je cite plus Alfonso Cuarón, c'est parce que aussi dans les thématiques, j'aime beaucoup Alfonso Cuarón, j'aime beaucoup Les Fils de l'Homme, vraiment énormément, mais d'ailleurs je vais y revenir,
Et j'aime beaucoup aussi Gravity, par exemple. Mais je trouve que le défaut un peu d'Alfonso Cuarón, c'est d'être un peu obvious. Que ce soit dans Les Fils de l'Homme, avec la scène enceinte et les vaches, là. Je crois que c'est des vaches ou des moutons, je sais plus. Bref, non, c'est des moutons. Bref, et la scène aussi dans Gravity, où tu as Sandra Bullock qui rentre dans une capsule et qui se met en fœtus, et tu as un cordon ombilical, une corde qui fait cordon. Enfin bref, on a compris qu'elle était en train de renaître. C'est assez obvious, merci. Et je trouve que bah là, c'est pareil. Il y a des moments comme ça où le coup du lait, bon, je suis désolé, mais ça n'a aucun. Pour moi, en fait, c'est trop facile, ça n'a aucun sens, c'est beaucoup trop obvious. Et puis, pareil, chez Quaron, il y a toute cette question à chaque fois, que ce soit dans Les Fils de l'Homme ou dans Gravity, encore une fois, mais cette question de l'enfant, du bébé, du fœtus ou de la renaissance en partant de bébé. Enfin bref, donc pareil là, il débarque et d'un seul coup il y a un bébé, il a besoin de lait, il donne du lait. Boah, bon, pas nécessaire. Hein. Je trouve que voilà, ça crée des espèces de symboliques un peu pathos dont Sam Mendes bah, nous a pas habitués, parce que les Noces Rebelles c'est un peu l'inverse de tout ça. Euh, et pareil, quand il est dans l'eau avec les pétales, avec son pote qui lui a raconté justement toute l'histoire des pétales, et là d'un seul coup il y a des pétales, il est dans l'eau. Enfin, oh, c'est un peu les symboliques, c'est un peu voilà, hein, c'est ouf, c'est dur. Hein. Et du coup, je me suis posé la question de pourquoi est-ce que j'aime énormément Les Fils de l'Homme et pourquoi 1917 ou même bah, d'ailleurs a fortiori Birdman me dérange un peu plus. À 1917, à force de réfléchir, parce que du coup ça fait 2 jours que j'ai vu le film et que je réfléchis un peu, mais c'est que, alors petite histoire, parce que ça va un peu étayer mon propos, les Américains, avant, ils aimaient pas les plans séquences, les producteurs, etc. Parce qu'ils trouvaient que on voyait trop la caméra, on voyait trop l'outil à force de faire un plan séquence. Je suis d'accord et pas d'accord avec ce statement, hein, parce que d'ailleurs, on l'a vu sur plein de films, le plan séquence est un art, ça permet justement, c'est de la mise en scène, ça permet de raconter des choses, mais là, un film comme celui-là, sur tout le film, un plan séquence, eh ben, je suis assez d'accord. C'est vrai. Moi, j'ai vu la caméra. Et par exemple, au début du film, quand ils sont dans le No Man's Land et que la caméra lui suit tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que ils vont dans le cratère parce qu'il y a les avions qui arrivent et qui se cachent, et que la caméra, elle n'est pas à leur niveau, que la caméra, elle reste là et qu'ils les filment se cacher, eh ben, je vois la caméra. Je, la, c'est très bizarre, mais je vois la caméra comme un troisième homme. Et du coup, je comprends pas pourquoi la caméra se cache pas. Parce que du coup, même moi, vu que je suis avec eux, j'ai envie de me cacher avec eux. Et, euh, et du coup, je trouve que ça crée ce souci-là, c'est que je vois l'outil de la caméra, j'ai l'impression d'être le troisième homme et d'être avec eux, mais j'agis pas comme un troisième homme. Parce que du coup, moi, par contre, je reste à découvert avec les avions. Et pareil, quand ils continuent de marcher dans le No Man's Land et que ils traversent là où il y a les barbelés et que du coup, il y a de l'eau, et donc ils font le contour de l'eau, et la caméra, elle vogue comme ça sur l'eau. Et ben, je me dis, bah merde, parce que moi, du coup, je peux pas faire ça. Et c'est pas par exemple ce que Iñárritu, je trouve, contre dans The Revenant. La scène d'intro de The Revenant est absolument folle. Parce que quand je l'ai vu, personnellement en tout cas au cinéma, j'avais l'impression de vivre cette séquence. J'avais l'impression d'être à côté de DiCaprio. Quand les flèches, elles passent, j'avais littéralement l'impression d'avoir les flèches qui passaient aussi à côté de moi. Et j'avais l'impression d'être ce troisième homme à côté de DiCaprio et de son fils, en train de me battre et de recevoir des flèches. Il y avait cette viscéralité-là que je retrouve pas justement dans 1917 aussi. Et ça me dérange beaucoup parce que je vois l'outil, je vois la caméra, et donc du coup, je ne vois plus l'histoire et je ne vois plus l'œuvre, mais j'ai du mal à rentrer inconsciemment dedans, mais je la vois d'une manière assez consciente. Et pour moi, ça a un peu gâché presque tout le film en fait. Après, il y a des moments qui sont tellement forts et des moments de grâce qui sont tellement ultimes il a réussi à chaque fois à me remettre dedans. D'ailleurs, je trouve que vraiment c'est un bon film. Je trouve pas du tout que ce soit un mauvais film. Je trouve vraiment que c'est un bon film, mais voilà, par rapport à tout ça et à tout ce que j'ai dit, eh ben, euh, ça en fait pas un grand film, et pas du tout un film qui, je pense pas qu'il va me marquer. Après, on verra, hein, on sait pas, peut-être que dans un mois, il va me trotter encore dans la tête. Mais en tout cas, pour l'instant, ouais, ce côté un peu roller coaster et que j'ai pas trouvé nécessaire, parce que je trouve qu'il apporte pas grand-chose et qu'en plus de ça, il y a des thèmes un peu balourds, voilà, fait que je reste peut-être un peu sur ma faim, mais que je trouve quand même que c'est un bon film. Mais ouais, peut-être aussi parce que c'est Sam Mendes, j'en attendais un peu plus. Donc voilà, en tout cas, en tout ce qui concerne 1917, je sais pas si j'ai oublié des choses, parce que évidemment, j'ai eu un problème de batterie en plein milieu,
Et donc du coup, je sais plus trop où est-ce que j'en étais, et on va pas se mentir, la flemme de recommencer en fait. Mais voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là. Donc nous on se retrouve mardi prochain pour mardi, mercredi, on verra. On va essayer de la sortir mardi soir quand même. Pour, je crois que je l'avais pas dit, ouais, j'ai déjà dit pour David Fincher de The Game. Euh, non, c'est l'inverse, de The Game de David Fincher, évidemment. Donc voilà, à mardi prochain. Ciao.